Donc avec ceci, je passe la parole au premier intervenant de la journée. C'est François Bastier, sémanticien, expert de chaussures et directeur de recherche à Inalco Erdim à Paris. Vous avez le programme. Bien, merci à Anne pour cette présentation et au Centre culturel franco-norvégien pour l'organisation de cette journée. Je voudrais commencer en m'interrogeant sur le pluriel sciences du langage, qui en France est une singularité, puisque parfois ailleurs on parle de la linguistique. Et je crois que ce pluriel a présidé à un éclatement de la discipline en école, où chacune s'autorisant par là à redéfinir ce qu'était la discipline. Et si on veut faire soit un remembrement de la linguistique, soit à minima de l'interdisciplinarité interne, je crois qu'il est bienvenu de relire les textes jugés fondateurs par tout le monde, sachant qu'une discipline qui n'arrive plus à lire ces textes fondateurs ou qui n'en éprouve pas le besoin se condamne elle-même. On pourrait dire qu'il y a deux sociorismes, un sociorisme des études socioriennes et un sociorisme, en acte, qui continue tout simplement la tradition de la linguistique sociorienne avec de nouvelles recherches. Par exemple, M. Lafauci à Zurich considère à bon droit que ce qu'il fait en linguistique, c'est de la linguistique sociorienne, sans avoir à se justifier par des références qui ne seraient pas nécessaires à son propos. Alors, je me demande aussi s'il n'y a pas dans les esprits un bon nombre de sociaux divers dont les images, puisque socio est devenu une icône, ce qui dispense parfois de le lire, dont les images se superposent. En premier lieu, le sociure académique qui a été construit à partir du CLG, tel que la découverte de nouveaux manuscrits est apparue comme n'impliquant pas une reconsidération du corpus saussurien, puisqu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. On a simplement conclu que Saussure était une sorte d'auteur inconsistant, puisqu'il osait, dans ses manuscrits autographes, contredire le cours rédigé par ses collègues. Alors, ce Saussure académique reste bien présent, malgré tout, notamment en France. Il y a le Saussure objet de l'histoire des idées, tout à fait important, bien entendu, qui trouve malgré tout ses limites quand on sait que, en fait, même s'il est dépendant d'une certaine manière de l'espace épistémologique où se trouvait la linguistique à la fin du XIXe, il cherche à s'en séparer à mesure où il veut formuler un projet refondateur. Et bon, des gens comme Kosseriou ont dit à bon droit qu'il y a des idées qui sont chez Saussure, qui étaient chez la Grasserie, qu'on retrouve, etc. Oui, c'est vrai, il y a cet espace, mais la systématicité introduite par Saussure reste à
réaffirmé. Alors, un troisième Saussure serait le Saussure théoricien isolé, un penseur, ni spécialement linguiste, ni particulièrement philosophe, une sorte de Wittgenstein bis, un excitant intellectuel, entre la tasse de café et le rail de poudre, donc un stimulant. Oui, on peut le lire comme ça, et avec bénéfice, bien entendu. Mais, alors, encore un autre Saussure, celui que j'appelle le démon de Nunzio La Fauci, parle de Ferdinand et il regarde en arrière, en haut, c'est sa conscience épistémologique, Ferdinand, et une sorte de génie. Il a d'ailleurs créé une collection intitulée L'île de Ferdinand. Alors cette île de Ferdinand, c'est une île volcanique au large de la Sicile, lui-même est palermitain, Nunzio, et cette île connaît des surrections et des disparitions. Alors, par bonheur, nous sommes dans une phase de surrection. C'est une sorte de Jiminy Cricket, c'est parle à l'oreille. Alors maintenant, il y a l'initiateur du soussurisme qui a traversé l'histoire de la linguistique au moins continentale. Continentale, c'est un adjectif qui, appliqué au petit déjeuner, désigne quelque chose en moins, mais appliqué à la linguistique, désigne, à mon avis, quelque chose en plus. Et donc l'initiateur d'un courant qui existe, qui pourrait très bien se développer si on cesse d'avoir une conception péremptoire de l'histoire de la linguistique, telle que, après Saussure, Chomsky, moi j'ai intitulé une table ronde à Genève, après Chomsky, Saussure. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est pas parce que quelque chose est antérieur qu'il n'est plus légitime. La fougère a 400 millions d'années de plus que l'orchidée, et pourtant elle voisine harmonieusement dans certaines forêts. Alors, peut-être que Saussure est le mauvais génie de la linguistique contemporaine, sa mauvaise conscience, d'une certaine manière. Tout simplement parce qu'il tranche avec le conformisme invétéré de cette discipline, ses croyances scolaires sur les parties du discours, par exemple. On voit ça, les noms représentent des choses et les verbes des actions. Charondeau, 1892. Ça, c'est impossible d'un point de vue social. Disons, la routine, le train-train logico-grammatical n'est plus possible. Et à ce moment-là, en effet, on comprend mieux pourquoi Saussure dit qu'il n'y a aucune définition linguistique qui ne soit à reformer. Il vise la tradition grammaticale, bien sûr. Alors, le dossier dont nous parlions ne vise pas à participer à une iconisation supplémentaire de Saussure, mais souligne le défi, la nécessité de recherche philologique, d'enquête herméneutique et de réflexion linguistique pour restituer le projet saussurien. Notamment de l'essence double du langage, lance de fait un triple défi philologique, alors que la linguistique s'est notoirement éloignée de la philologie, pour autant qu'elle en ait encore en mémoire, un défi herméneutique, alors que la problématique logico-grammaticale y reste dominante et que la question de l'interprétation est tout à fait sous-estimée en linguistique. Et puis épistémologique, quand les théories dominantes restent largement tributaires du positivisme logique, ne serait-ce que par le dualisme cognitif pensée-langage, qui est partout.
et la tripartition syntaxe sémantique pragmatique qui est l'obstacle principal depuis une soixantaine d'années dans nos disciplines, puisqu'elle a présidé à leur éclatement. Alors que pour Saussure, syntaxe sémantique pragmatique, tout ça est une unité. Il parle de lexicologie, de syntaxe, de rhétorique, en disant tout ça ne fait qu'un. Approfondissement épistémologique nécessaire, mais paradoxal, dans la mesure où Saussure lui-même ne tient pas un discours épistémologique, mais un discours gnoséologique portant sur la théorie de la connaissance et sur la théorie de la science, et il n'y a pas de terme d'épistémologie chez Saussure, il n'y a pas de langage philosophique. Et aussi une entreprise méthodologique. La méthodologie, on a beaucoup négligé ça dans les sciences sociales. Et c'est par sa méthodologie qui est celle de la linguistique historique comparée que Saussure a pu servir d'inspirateur à des gens comme Lévi-Strauss, Dumézil, etc. La question se pose même, n'y a-t-il pas, a-t-on le choix? Est-ce que les sciences de la culture pourraient avoir d'autres méthodologies que celle de la linguistique historique et comparée, qui n'en est qu'une branche, hein. Mais regardez, en histoire des religions, en anthropologie, on a affaire à des objets divers qu'il s'agit de différencier, et la théorie de la différence chez Saussure tient aussi à cette tradition du comparatisme dans laquelle il se situe. C'est-à-dire que Saussure n'est pas du tout l'inventeur d'une discipline, comme on le dit, c'en est le continuateur et le concentrateur. Il ne se présente pas du tout il n'y a aucun geste de table rase. Hein. Il s'agit de réfléchir une discipline qu'il estime en mauvaise voie, mais qui a été fondée un siècle avant lui. Alors, l'édition de manuscrits posthumes pose évidemment de nombreux problèmes philologiques qui contraignent ensuite, dont la solution dirige ensuite la lecture. Il y aurait tout un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, sur le corpus, d'ailleurs, même pas à moitié évité, des écrits saussuriens. Et le recueil de l'essence du langage dans ses différentes éditions, et avec ses différents titres. Mais en ce qui concerne de l'essence, la période conjecturale de rédaction est la seconde partie des années 90, et le problème c'est que l'ordre des documents retrouvés n'a pas été conservé. Rudolf Engler les a classés et ordonnés avant de les déposer à la bibliothèque publique de Genève, et les titres des sections correspondant à autant d'enveloppes sont de sa main. Le titre même de l'essence double du langage a été choisi par les éditeurs parmi d'autres titres également possibles, comme Science du langage, ou l'essence double du langage. De l'essence double, on produit une indication de genre. C'est un traité. Cette indication peut être bonne, mais c'est un choix éditorial. Ça va du de anima à du sens. Alors, quant aux problèmes herméneutiques, ils intéressent l'inachèvement du... Je vais de problème en problème, sachant qu'au cours de la journée, ils seront abordés, que dans un espace aussi court, je ne peux que les mentionner. À ces questions donc, philologiques s'ajoutent des problèmes herméneutiques qui intéressent l'inachèvement du texte, son genre et sa place dans le corpus. La lecture des textes inachevés et inédits pose évidemment un problème particulier. C'est-à-dire qu'il
ils reflètent le point de vue de l'auteur, mais ils n'ont pas sa garantie. Il y a la signature et non pas le sceau. En l'occurrence, Saussure entendait bien rédiger un livre, parce que beaucoup d'auteurs ont dit faut-il se perdre dans des notes, etc. Oui, ce ne sont pas que des... C'est pas un logbook ou un symbol, hein, c'est autre chose. Et non simplement prendre des notes, puisqu'il écrit une préface et emploie le terme d'avant-propos, tout comme il désigne le manuscrit par des expressions comme cet opuscule ou ce livre. Le terme d'opuscule laisse d'ailleurs à penser que l'étendue de l'ouvrage achevé n'aurait guère dépassé celui du manuscrit dont nous disposons. Mais enfin, ça donne une idée du genre. Alors, pour interpréter ce texte, il importe de caractériser son genre. On a parlé de brouillon, mais attendez, des brouillons, c'est un type de document, c'est pas du tout un genre de texte. On a évoqué des fragments, mais attendez, il y a le fragment comme genre. Saussure, mais par exemple, on parle des fragments directs, mais c'est des passages conservés d'un livre. Ce n'est pas des fragments au sens où René Char a écrit des fragments en tant que genre. Donc, il faut distinguer le fragment comme genre et l'état parfois fragmentaire d'une ébauche. Et a fortiori, les formulations saussuriennes n'ont rien à voir avec les sentences, les sutras traditionnels en grammaire qui étaient qui formulaient des règles, comme c'est le cas de Panini à Denis Letras, depuis bientôt. Donc il s'agit d'un traité de linguistique, il faut le lire comme ça. Dans une rédaction assez continue qui expose des principes théoriques et méthodologiques ordonnés par un projet unitaire. Ça a l'air évident, mais ça a été, et ça est encore maintes fois contesté par des collègues. Et la qualité et le nombre des corrections et insertions témoignent d'un degré d'élaboration poussé avec plusieurs campagnes rédactionnelles. Ces indications engagent à une lecture suivie, méthodique et réflexive que n'exigerait pas un simple recueil de notations théoriques, comme par exemple les cahiers ou les recherches de Wittgenstein. Je laisse cette question planer, mais vous voyez que la caractérisation du genre engage l'interprétation. Alors, un paradoxe demeure donc, puisque Saussure est connu pour un livre qu'il n'a pas écrit, et par ailleurs, la question se pose, est-ce qu'on peut dire ce qu'on pense dans un cours? La réponse, non. Non seulement on peut parfois, mais on ne doit pas, puisque il hérite d'un cours dont il n'a pas formulé l'intitulé. C'est une matière linguistique générale, c'est tout simplement une traduction de Allgemeine Sprachwissenschaft. Donc on le laisse parler de ça, mais lui il est spécialiste du gothique, du sanskrit, bon, il peut faire ses cours, c'est ce qu'on lui demande. Donc il serait déplacé de confondre un cours avec une série d'exposés de recherche. D'autant plus que Saussure, même dans sa correspondance avec des collègues proches et des conversations avec des amis, ne laissait guère filtrer de réflexions, trahissait guère l'ampleur de sa réflexion théorique et accumulait des inédits dont il restait insatisfait. Or, jusqu'à présent, le cours ouvrage de troisième main et globalement apocryphe a servi de point d'entrée dans le corpus saussurien. Et la place de l'essence dans ce corpus mérite d'être précisée car sa découverte en modifie l'économie. Et le point d'entrée, c'est un problème majeur en herméneutique. Les radins entrent dans les Écritures par la Genèse ou par le Cantique des Cantiques, les réformés entrent par l'Épître aux Romains. Bon, ça change beaucoup de choses. Et là, on se trouve devant l'opposition traditionnelle entre le cours objet illustre, apocryphe, etc.,
Et le mémoire, qui est l'ouvrage majeur publié de son vivant par Saussure. Le cours est 160 fois plus mentionné que le mémoire. Donc, entre ce mémoire de jeunesse génial et publié ce cours posthume, apocryphe, il y a un chaînon manquant qui est peut-être de l'essence double du langage, du moins de l'essence double, pourrait permettre, serait un bon point d'entrée à mettre entre toutes les mains, en tout cas, même d'un point de vue didactique, pour pénétrer dans la... Voyez ce verre. Bien entendu, Saussure a inspiré des œuvres majeures comme celle de Hemslev ou de Kosseriou, voire de Jacobson et de Lévi-Strauss. Et la relecture de Saussure en cours engage à prendre une certaine distance avec la lecture, disons, structuraliste telle qu'elle a été répandue par Jacobson, notamment ce que Jacobson appelle des antinomies correspond chez Saussure, cela correspond chez Saussure à des dualités. Pas du tout le binarisme jacobsonien qui a servi de fondement épistémologique au structuralisme, disons, dans sa vulgate des années 60. En fait, le vrai structuralisme, c'est les années 30. Hein, ce n'est plus le structuralisme des années 60, c'est autre chose. En tout cas, ce binarisme jacobsonien est à l'antipode de la théorie des dualités, puisque ces dualités déterminent des oppositions participatives entre la partie et le tout. Hein. Comme on le voit entre zone extense et zone intense, par exemple, dans la catégorie des cas de Hemslev. Et elles traduisent la dominance méthodologique d'un point de vue sur un autre. Ça n'a rien à voir avec le binarisme jacobsonien qui est dérivé de ses propres études phonologiques. Et c'est cette notion de dualité qui n'apparaît pas de cette manière dans le cours dont le commentaire habituel parle de dichotomie et non pas de dualité. C'est une concrétisation du principe herméneutique que le global détermine le local. En d'autres termes, que le signe détermine chacune de ses faces. Ainsi, par exemple, le terme A s'oppose à A, B, et le terme B à A, B, dans cette notation, dans cette présentation, ce A, B est séparé par une barre oblique. En outre, une dualité n'existe que différentiellement par rapport aux dualités voisines. Enfin, ainsi, dans le cas d'une dualité sémiotique, si non seulement elle s'oppose à chacune de ses parties et réciproquement, et ensuite, il y a un principe de contextualité généralisée que l'on peut voir d'ailleurs dans les notes de cours des étudiants, mais qui n'a pas apparu dans le cours lui-même, où Saussure est représenté comme cette personne qu'un collègue nord-américain me présentait comme le sign guy, c'est-à-dire le type du signe. En fait, ce serait plutôt le type des signes. C'est un peu différent. D'autant plus que post-structuraliste à sa manière, Saussure se fonde sur on peut dire, sur une herméneutique de la complexité lointainement dérivée de Schleiermacher et surtout de Humboldt, que je trouve excellent, mais n'allant pas assez loin. Il propose
une sorte de gnoséologie qui est fondée, qui n'est plus fondée sur une conception substantialiste du réel. C'est ce que j'ai appelé une déontologie. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas dans la tradition logico-grammaticale et plus généralement philosophique occidentale de conception de l'objectivité qui ne soit pas gagée sur une théorie de l'être quelle qu'elle soit. C'est sûr qu'on peut et doit objectiver en fonction du point de vue et non pas de référence à un être prédonné. On peut laisser ça pour la discussion parce que le problème est épineux. J'ai beaucoup trop à dire pour aborder le sujet. Et issu de la tradition herméneutique des Lumières allemandes, la notion de point de vue revêt ici une importance cruciale parce que toutes les dualités saussuriennes sont des dualités de point de vue. Et le point de vue crée l'objet, c'est sûr. C'est pas un point de vue sur l'objet. En outre, le concept de dualité instaure une dialectique particulière qui rompt avec le dualisme traditionnel en philosophie du langage. On sort de l'apodictique. Vous voyez, ce n'est plus un oui ou un non, la pensée ou le langage, c'est la complexité de ces rapports de dualité dans chacune de ces des manifestations des langues. Alors, là-dessus, je voudrais prendre quelques reculs par rapport à la philosophie du langage qui, dans sa tradition millénaire, ne s'est jamais intéressée à la diversité des langues. L'originalité, et finalement le geste fondateur de la linguistique, c'est de considérer que la diversité des langues est un objet scientifique, alors que toute la tradition de la philosophie du langage, jusqu'aux grammaires universelles du XVIIIe siècle, consistait à dire que cette diversité était accidentelle, fortuite. Vous voyez, il y a toutes sortes de mots pour dire que ce qui est divers n'est pas essentiel. Même la notion de cas, par exemple, casus, ou d'accident, il y a toute cette tradition va dans le sens de l'unité, puisqu'il y a une pensée humaine qui est la même pour tout le monde, c'est ce que dit Aristote du Périphérique Armanère, simplement c'est la phonée qui change. Donc c'est inessentiel. Et la philosophie du langage n'a pas été touchée ni par la connaissance, elle est restée essentiellement scolastique, ni d'ailleurs par la formation de la linguistique. La preuve, c'est qu'on continue à parler de philosophie du langage, alors que, imaginez ce que serait la physique si on continuait une philosophie de la nature sans faire aucune référence à la physique. J'ai vu des philosophes du langage comme Austin Husserl qui n'ont jamais cité aucun linguiste, ni même évoqué la linguistique comme discipline. Austin, un peu avant sa mort en 1956, trace le projet pour le XXIe siècle d'une science du langage. Bon, ça s'appelle un meurtre symbolique. Il fait comme s'il n'y avait jamais eu de science du langage. Et ça s'appelle la linguistique. Et alors il dit, oui, nous, philosophes du langage, avec des grammairiens, pas des linguistes, des grammairiens, nous allons faire au XXIe siècle, peut-être, j'espère, une science du langage. On peut dire d'ailleurs de la même chose pour Milner, introduction à une science du langage, 1900, autour des années 2000. Comment peut-on faire le programme du science du langage 2 siècles après sa formation. En fait, le langage est vraisemblablement un concept philosophique. Hein. Le bon objet, l'objet du plaisir, ce sont les langues, du moins pour Saussure. Il parle de langage, hein, ça ne le gêne pas, mais pour lui, le langage consiste, il dit, presque exclusivement dans les langues. Là, il y a une grosse différence avec ce qu'on pourrait appeler la philosophie du langage.
Et son point de vue est celui d'une linguistique unifiée. Là, j'aimerais m'interroger, peut-être pour finir, sur la notion de linguistique générale. C'est un intitulé académique, allgemeine Sprachwissenschaft, mais est-ce que Saussure est pour autant un généraliste? Saussure passe dans les manuels pour le fondateur de la linguistique générale. Et dans les années 60, la formule fait florès. Essai de linguistique générale de Jacobson, 63, problème de linguistique générale de Benveniste, 66, linguistique générale de Potier, 74, et les écrits de linguistique générale 2002, titre choisi par les éditeurs Dupuy et Engler, rivalisent sportivement avec le titre cours de linguistique générale. C'était le but. C'était le but, oui. Mais, alors, d'abord, général n'est pas allgemein. Allgemein, c'est compréhensif. Général renvoie en France à une sorte de rationalité abstraite, comme dans les grammaires générales du 19e. Et il s'agissait alors de grammaire universelle, comme elles l'ont toujours été, jusqu'à Chomsky. Et cette notion, en fait, abandonne, à mon avis, enfin du moins accompagne l'abandon tacite de la linguistique historique et comparée. On est au-dessus de tout ça. Comme le passage au second plan de la linguistique des langues. La linguistique des langues, aller en cours d'anglais, ou aller en cours d'allemand. Et elle met Saussure de plein pied avec des auteurs comme Chomsky, qui se désintéressent explicitement des langues. Il dit les langues, la grammaire, c'est ça l'essentiel, les langues sont une notion dérivée et sans doute inintéressante. Il a écrit ça en 1984. Et donc, l'idée convenue que Saussure a fondé la linguistique générale induit une illusion rétrospective qui permet de le lire soit comme un philosophe du langage, soit comme un précurseur des grammaires universelles contemporaines. C'est d'ailleurs au Congrès international de linguistique à Genève, qui commémorait le centenaire qui était organisé l'année du centenaire, cette année, de la mort de Saussure. Saussure a été unanimement présenté comme un lointain précurseur de Chomsky et Sperber. Il y a tout courant. Plutôt Chomsky, plutôt Sperber, mais en fait c'est consignable. Ce n'est peut-être pas la lecture la plus éclairante. Tellement lointain que Chomsky, dans son allocution d'une heure, n'a même pas prononcé le nom de Saussure, si ma mémoire est... Ben, mais pour trouver des grands hommes, regardons le présent. Non, mais c'est le point de vue. Non, mais c'est le point de vue éradicateur. La formule est d'ailleurs du président Mao Tse-tung. Donc, il n'y a pas de. Vous voyez, tout ça, c'est du passé. Bon, il y a eu des précurseurs, mais on commémore leur disparition. Alors, on pourrait maintenant, et ce sera mon dernier point, se demander pourquoi. Parce qu'il y a toujours le problème de la non-publication qui revient de façon lancinante. Je formule là une hypothèse, c'est-à-dire que Saussure aurait renoncé à son projet de livre, certes en raison de difficultés méthodologiques internes liées à la structure même de la théorie linguistique et à la contradiction qu'elle entretient avec les modes d'exposition canoniques qui impose, en fonction d'une théorie implicite de la connaissance devenue sens commun, une forme limitée de rationalité de tradition aristotélicienne, telle qu'on pose les principes d'abord, etc., et on arrive finalement à l'empirique. Alors, Saussure dit, non, il n'y a pas d'ordre d'exposition, il faut mettre la même idée successivement, parce que cette même idée, on va la présenter sous divers points de vue. Et il fallait créer un genre, ce genre serait un genre. C'est le cercle herméneutique. Est-ce qu'on peut écrire un livre en cercle? C'est une grande question. Frédéric Schlegel avait résolu à sa manière en proposant un recueil de fragments. Schleiermacher a eu
une pire difficulté à écrire sa propre herméneutique, et qui d'ailleurs est restée fragmentaire, et je crois que cette difficulté est récurrente. Par exemple, on a souligné à bon droit que dans le dossier de Delessens se trouvent au moins 4 incipits différents et déclarés. Mais or, ce sur 10 écrits explicitement, nous nous permettrons de remettre jusqu'à 3 ou 4 fois sous différentes formes la même idée sous les yeux du lecteur, parce qu'il n'existe réellement aucun point de départ plus indiqué qu'un autre pour y fonder la démonstration. Et donc, s'il n'y a plus de point de départ, comment structurer l'exposé? Et vraisemblablement, le mode d'exposition qu'ébauche Delessens transpose et concrétise dans son expression même la conception herméneutique du langage qui s'y trouve formulée. On se demande même si la relation de représentation qui, dans le paradigme logico-grammatical, articule le langage-objet et le métalangage, ne serait pas ici une relation d'émulation participative entre la conception du langage et la théorie du langage. Enfin, entre le langage dans son fonctionnement, si on peut dire, circulaire, mais circulaire qui revient plus loin, et la théorie. Cette conception, la conception saussurienne de la sémiose en semble autoriser l'idée d'une telle participation réflexive, puisque l'objet dépend entièrement du point de vue qui le constitue. Et cette question, à mon avis, concerne l'ensemble des sciences de la culture, où on s'est posé ce problème, c'est quoi l'observation participative, par exemple. Et cette question-là revient. Ou bien quand Kosseliou dit on ne devrait pas avoir le droit de décrire sa propre langue. Ces questions-là sont diffuses, n'ont pas de solution, donc elles été réfléchies, et donc je laisserai à la discussion le soin de les démêler en vous remerciant de votre attention. Bon, merci. Il nous reste quelques minutes pour des questions, des commentaires. Oui, excusez-moi. Peut-être que je peux me présenter, Monsieur Rafti, pour... on avait échangé un petit peu ensemble. Je suis Sabine Pétillon, une amie d'Olga Nokina. Et donc, on travaille sur les manuscrits, pas ceux sur Saussure, mais bon. Donc, c'est à ce titre que je vous connais, entre guillemets, un petit peu. Alors moi, j'avais envie de jouer le rôle vraiment de la Bénette, ou je ne sais pas si ça se dit au féminin. C'est-à-dire que, en fait, quelle est, enfin c'est ce qu'on se demandait avec mon voisin, et puis on se dit, bon, on a le droit de dire qu'on ne sait pas, quelle est cette essence double du langage, en fait? Parce que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de Saussure en réalité, mais plutôt de dindéniste. Et donc, quelle réponse vous apporteriez à cette question aussi bête et aussi simple? Alors, c'est d'abord un objet documentaire, c'est un rouleau de papier qui a été retrouvé dans l'orangerie des Saussure, rue de la Tertasse, ou des Tertasses, à Genève en 1996. Alors, Saussure le croyait lui-même perdu. Mais, enfin, il y fait allusion. Bon, cela a été édité en 2002 et, disons, par bonheur, le thème romanesque du manuscrit retrouvé, surtout dans une orangerie, mieux qu'une bouteille, a accompagné dans le grand public, ou du moins assez grand, le travail philologique qui a conduit à l'édition. Il y a 2 éditions, une de 2011 ou 12, je crois, qui diffèrent sur certains points. La première édition est une édition, si on peut dire, en public. La deuxième se veut à bon droit une édition philologique. Les deux doivent être cités ensemble.
Donc, il ne s'agit pas d'un discours... Enfin, ce qui a manqué peut-être, enfin du moins ce qui a conduit à la publication de ce dossier dans Arena Urbanistica, c'est l'idée que beaucoup de choses ont été dites sur les inédits de Saussure, les manuscrits, etc., y compris les manuscrits de même partie générale, mais il n'y avait pas eu, bon, en dehors des préfaces aux éditions spécifiques de l'essence double du langage, en italien par Tullio de Mauro et en allemand par Ludwig Jäger, il n'y avait pas eu de travail, de réflexion spécifiquement sur ce texte. La plupart des interventions portaient sur l'ensemble du volume, où on trouve des textes qui avaient été déjà publiés par Engler en tome 2 de son édition monumentale du cours de linguistique générale. Donc ces textes, depuis 1957, qui est une édition de Gödel, enfin partielle, sont connus, ont eu petit à petit un effet de hantise, mais la hantise s'est transformée en possession uniquement à partir de l'édition de l'essence. Où là, on s'est dit, ce ne sont pas simplement des commentaires pour comprendre le cours, c'est peut-être tout à fait autre chose. Et voilà. Donc, l'image iconico-académique de Saussure s'est trouvée Tu ne réponds pas à la question. Non, non. C'est pas grave, hein, mais... Essence double. Ouais. Ah, qu'est-ce que le double? Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire que cette essence double du langage? Moi, Parce je vais dire après. Votre question, qu'est-ce que l'essence double? Je ne sais pas. Alors, en effet, une essence ne peut pas être double. Donc, c'est déjà un mystère en soi. Hein, ouf. Et bon, c'est une concrétisation de la déontologie. En tout cas, c'est pas... Une naissance n'est pas double. Bon. Et d'ailleurs, je laisse la parole à Harry. C'est lui. Mais on a prévu de faire une pause. Ah oui, ce sera dans la deuxième session que Harry va répondre à votre question, parfaitement légitime. Je vous demande de pardonner ma méprise. Je ne savais pas que votre question portait sur la notion de double. Alors, il y a d'autres questions? Nous avons ménagé des pauses consistantes dans cette journée parce que les pauses sont ce qu'il y a de plus de mémorable dans les journées. On se pose aussi. Déjà une question. Si j'ai bien compris, vous avez opposé d'un côté un linguistique historique-comparatif et un linguistique général. Et comment vous situez, par exemple, les projets sémiologiques? Alors, bon, Saussure revendiqué l'origine de cette sémiologie, qui n'est pas la sémiotique de Locke, qui, elle, est un nouveau nom pour la logique. Dans le cours, il est question de la sémiotique comme ayant trait à la société en général. Dans les textes orthographes, il s'agit des sociétés. Pour lui, Saussure, il disait d'ailleurs, après avoir été tenté d'abandonner la linguistique tellement il était horrifié par les néo-grammairiens, qui sont l'équivalent de nos Chomsky d'aujourd'hui, qu'il ne s'intéressait plus qu'au caractère ethnographique des langues. Enfin, ils disent moins, c'est ça qui l'intéressait. Et donc,
c'est pas une sémiotique générale telle qu'elle est présentée dans le cours, c'est une sémiotique comparative, une sémiotique des cultures qui est comment dire, évoquée sans du tout être développée dans le texte autographe de Saussure. Alors on peut dire que la sémiotique, disons, à la Yemslev, puis à la Greimas, est une des branches du courant saussurien. Simplement, la linguistique, ça s'appelle la sémiotique des langues. On regrette que les collègues sémioticiens se soient séparés de la linguistique. Disons que ça n'entre pas dans leur champ de recherche. Mais bon, ça c'est une question soit de stratégie académique, soit de nécessité académique. C'est une question qui est tout à fait différente de celle du projet sémiologique au sens épistémologique du terme. Autre question ou commentaire? Un tout petit détail, c'est à propos de opuscule. En fait, il faut savoir que Saussure parle aussi de son mémoire comme un opuscule dans le mémoire lui-même. Donc, un opuscule, pour lui, ça peut être quelque chose C'est consistant. Ouais. Je crois que c'est plutôt une méthode. Cela dit, le mémoire n'est pas démesuré non plus. Non plus, non. Enfin, un de ces page turner gaufrés que l'on lit en bord de piscine. Non, mais ça doit faire 300 pages. Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on prend la pause et on se retrouve à 11h15.